quand les 2 yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone, une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil, par sa franchise, étonne. Guidée par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine, pendant que le parfum des vers tamariniers, qui circulent dans l'air et m'enfle la narine, se mêle dans mon âme au chant des mariniers. Bonjour Maya Adé. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance, bienvenue au 12e rendez-vous de l'histoire de Blois, sous la halle au grain. C'est un plaisir de vous accueillir. On va commencer cette émission avec un sonnet sublime de Baudelaire, comme tous d'ailleurs, Parfum exotique, un sonnet dans lequel le poète décrit la métamorphose d'une sensation olfactive en un voyage dans un pays où, pour reprendre le mot de Breton, on a le sentiment que les contraires cessent d'être perçus contradictoirement. On va voir ça. Juste, partons de parfums exotiques. Donc, quand les 2 yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Soudain, je vois, la métamorphose s'opère. On passe d'un sens à l'autre chez Baudelaire. Il commence par respirer. Plus que sentir, il respire. Et puis, il finit par voir. Tout à fait. Ce qui fait déjà la magie de ce poème. En fait, pour revenir au parfum exotique, ce qui nous frappe déjà, c'est qu'en fait, c'est l'odorat qui est le sens privilégié, et dans ce poème, et en général, si j'ose dire, chez Baudelaire. Alors, pourquoi l'odorat? Pourquoi cette sensation olfactive? Disons que si je reprends un peu l'idée, cette sensation olfactive, l'odorat, dans la pensée rationnelle, était un sens plus ou moins dévalorisé. Chez Descartes, il pense que l'odorat n'a pas la subtilité de la vue ou de l'ouïe. Kant trouve que c'est plutôt la sensation qui donne accès à la jouissance plutôt qu'au savoir. Pour Freud, il trouve que c'est plutôt lié à l'animalité. L'odorat nous ramène à notre bestialité. Mais pour Baudelaire, c'est une évocation poétique à laquelle l'odorat donne accès. Vous avez dit poétique ou poïétique, Maya Adé? Finalement, on pourrait presque dire les deux, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est les 2 termes qui se trouvent en un, ce qui fait aussi la magie après de cette union de sensations. Rappelons ici que le mot de poésie vient de poiesis, qui signifie la création, qui désigne la création. Dans ce poème, dans ce sonnet, donc Parfum exotique, c'est très frappant. On ne fait pas attention d'ailleurs quand on apprend ce texte au collège ou au lycée. Il faut vraiment avoir un bon professeur qui tout de suite vous mette, si j'ose dire, le nez dessus. C'est les 2 yeux fermés que Baudelaire voit les rivages heureux. Oui, en fait. Et, parce que là, Baudelaire, il désire donner la priorité à l'odorat. Lorsqu'il ferme ses yeux, c'est, si vous voulez dire, il met à l'écart cette sensation visuelle pour laisser une autre sensation agir. Et donc, se faire devoir après les rivages heureux, c'est une vision, mais c'est une vision dans l'imagination. C'est une vision qui a été déclenchée par un sens premier, qui est le sens de l'odorat. De sorte que ça... De sentir, ça donne après à voir. Donc, on passe du sentir à voir, on passe du stade de l'objet senti ou perçu par la sensation à l'objet vu
par l'imagination du poète. Vous avez employé le mot-clé, hein, c'est-à-dire le mot d'imagination, qui chez Baudelaire ne renvoie pas, et de ce point de vue d'ailleurs Baudelaire est un authentique penseur de l'imagination, presque un philosophe de l'imagination. L'imagination chez Baudelaire ne renvoie pas à une transcendance. On n'imagine pas un au-delà. Ce que Baudelaire imagine en général, quand il imagine, c'est la recomposition d'un univers, mais cette fois-ci épuré des scories qui seraient celles du spleen. Oui, en fait, il imagine un moyen, il imagine un chemin pour arriver à cet au-delà, pour arriver à ce paysage qui est déjà reconstruit par sa propre imagination. Lui déjà, il se réclame, c'est le poète en fait, c'est le poète peintre, c'est l'architecture de ses propres féeries. C'est l'architecture de ses propres féeries. Alors on va aller justement dans l'édifice de ses propres féeries et aux 2 vers d'après du premier quatrain de Parfums exotiques. Il dit « Je vois se dérouler des rivages heureux qui éblouissent les feux d'un soleil monotone. » On pourrait d'ailleurs se représenter, imaginer ce qu'il voit. Et que voit-on quand on voit ce qu'il voit? On voit donc des rivages dont la mer est bleue, et les feux d'un soleil monotone. Le soleil, lui, est jaune. On a ici une harmonie chromatique qui, finalement, désignerait le vert, c'est-à-dire une couleur qui serait un mélange de bleu et de jaune. Qu'en dites-vous? Oui, tout à fait. C'est qu'en fait, ce mélange de couleurs, après le bleu des paysages maritimes, le jaune du soleil, ça devient en fait un moyen ou un mélange désiré qui mène vers le vert. Alors le vert, c'est une couleur qui est quand même privilégiée chez Baudelaire. Rappelons-nous des vers paradis, des amours enfantins. Rappelons aussi de la théorie de la couleur où, lorsqu'il parle, Baudelaire montre qu'il y a toujours ce jeu d'écho, cette complémentarité entre les couleurs, où il dit aussi que la couleur rouge, chante la gloire du vert. Alors il y a, et puis dans les salons de Baudelaire, à un moment, je crois me souvenir qu'il fait la description des Indiens de Caitlin. Et alors dans cette description, les tableaux sont étonnants, les Indiens sont vraiment tout rouges, c'est vraiment ce qu'on appelle des peaux rouges, et il y a derrière un fond vert, et Baudelaire s'attarde sur le fond vert, qu'il commente en désignant un paysage, en parlant, en disant qu'il est monotonement vert. Or ici, il parle d'un soleil monotone. Est-ce qu'on peut dire de ce point de vue que Baudelaire est, avant Rimbaud, l'un de ceux qui associe une couleur à une impression, à une sensation, à un sentiment, Maya Hadé? Oui, on peut dire ça, parce que là, c'est une démarche qui mène vers l'union des sens, vers la synesthésie, le fait d'associer plusieurs sensations et non seulement les juxtaposer, le fait de les associer et de créer une certaine complémentarité, certain échange d'une sensation à l'autre, d'une couleur à l'autre pour percevoir un seul, c'est le principe de la synesthésie qui est... Cet état où les parfums, les couleurs et les sons se répondent, comme il dit dans les correspondances. On va revenir dessus, évidemment. En vérité, on va revenir dessus, mais on est déjà tout à fait dedans, hein, puisque c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, et de la question de savoir également comment l'odorat préside justement à ce mélange des sens. Encore un instant sur l'île à laquelle le poète accède quand il respire les cheveux, vraisemblablement les cheveux de Jeanne Duval. L'île à laquelle il accède est une île paresseuse où paradoxalement la nature donne. Il y a des arbres singuliers mais les fruits sont savoureux, des hommes dont le corps est mince mais vigoureux, des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Est-ce à dire que dans l'esprit de Baudelaire, le lieu auquel ses sensations olfactives lui donnent accès, ce lieu qu'il imagine, qu'il forge, est un lieu où, par la grâce d'un équilibre, les contraires cessent d'être vécus ou perçus contradictoirement? Les contraires cessent d'être vécus contradictoirement. Les contraires aux yeux de Baudelaire, hein, c'est la femme et la franchise, la minceur et la vigueur. Parce que les contraires se complètent. Ils ne sont plus des contraires, mais ce sont des sensations, ce sont des choses perçues qui se complètent. On n'est plus dans la contradiction, on est dans le stade de l'union. D'une forme de réconciliation. De réconciliation. Où consiste alors le métier du poète? Est-ce à dire que finalement la démarche de Baudelaire est indissociable d'une structure poétique extraordinairement rigoureuse, qui est la condition de possibilité stylistique de cette réunion?
Oui, bon, c'est sa sorcellerie évocatoire. Déjà, Baudelaire a dit que le parfum, Où parle-t-il de sorcellerie évocatoire, Maya Hadé? c'est à partir du parfum, parce que le parfum, pour Baudelaire, il doit provoquer la pensée et les souvenirs correspondants. Donc, en évoquant ces odeurs, ces senteurs agréables, il provoque et il restructure ce paysage qui provoque la plénitude, le bonheur, cette chaleur qui est vraiment réjouissante. C'est une reconstruction d'un paysage idéal, d'un paysage cherché qui reprend un peu le mythe de l'âge d'or. Qui reprend le mythe de l'âge d'or, une forme d'Éden baudelairien tel que Parfum exotique le met en scène. Il n'y a pas évidemment que Parfum exotique pour mettre en scène cet Éden, puisque ce voyage, ce périple qui le conduit d'une sensation à un paysage imaginaire, c'est-à-dire tissé d'éléments réels mais harmonieusement agencés, est un chemin que Baudelaire emprunte à plusieurs reprises, en particulier dans la section Spleen et idéal des Fleurs du Mal. On va entendre avec vous, Maya Hadé, un autre texte de Baudelaire qui dit peu ou prou la même chose, mais qui le dit en plus de mots, c'est la chevelure. Écoutez. Ô toison, moutonnant jusque sur l'encolure, ô boucle, ô parfum chargé de nonchaloir, extase pour peupler ce soir l'alcôve obscure des souvenirs dormant dans cette chevelure, je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir. La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs, forêt aromatique. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. J'irai là-bas, où l'arbre et l'homme plein de sève se pâment longuement sous l'ardeur des climats. Forte tresse, soyez la houle qui m'enlève. Tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve de voiles, de rameurs, de flammes et de mâts. Un port retentissant où mon âme peut boire à grands flots le parfum, le son et la couleur. Où les vaisseaux, glissant dans l'or et dans la moire, ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire d'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur. Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse dans ce noir océan où l'autre est enfermé, et mon esprit subtil que le roulis caresse saura vous retrouver, ô féconde paresse, infini bercement du loisir embaumé. Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendus, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond. Sur les bords duvetés de vos mèches tordues, je m'enivre ardemment. Des senteurs confondues, de l'huile, de coco, du musc et du goudron. Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde où je hume à longs traits le vin du souvenir ? Les nouveaux chemins de la connaissance, ce vendredi en direct des 12e rendez-vous de l'histoire à Blois, accueille Maya Hadé pour parler de l'odorat chez Baudelaire. De l'odorat, c'est-à-dire de la synesthésie, c'est-à-dire de cet état souverain, du souverain bien du poète, où les parfums, les couleurs et les sons se répondent. On vient d'entendre la chevelure, magnifiquement lue par Anne Brissier. Chevelure qui vient juste après, dans la section Spleen et idéal des Fleurs du Mal. Juste après le parfum exotique. Voilà, c'est le poème 23, il vient juste après Parfum exotique. Et dans la chevelure, il y a d'une certaine façon plus d'informations encore que dans Parfum exotique sur la démarche du poète, notamment ce moment où il dit, où il parle de ce port retentissant où mon âme peut boire à grands flots le parfum, le son et la couleur. Deux questions, Maya Hadé. D'abord, quel est le sens du port chez Baudelaire? La métaphore du port, métaphore portuaire sur laquelle il revient dans les petits poèmes en prose. Il y a même un poème qui s'appelle Le Port, où il reprend quasiment terme à terme ce qu'il écrit ici. Et puis, deuxièmement, comment peut-il dire que son âme
boit à grand flot le parfum, le son et la couleur? Tout d'abord, pour le porc, en fait, le porc déjà est lié à des paysages qui sont privilégiés par l'auteur des Fleurs du Mal. Et ce sont des paysages qui ont des portées idéales, des notions de bonheur. Et le port en fait partie parce qu'il est aussi lié au paysage maritime. Le port, il donne sur la mer, et la mer a été largement chantée et présentée par Baudelaire parce que c'est le réceptacle de tout ce qui est convoité, cherché. C'est l'endroit auquel Baudelaire tente pour y arriver, pour accéder. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Oui, voilà, donc c'est le paysage qui est toujours auquel Baudelaire a toujours envie d'y accéder, et qui se répond aussi avec le paysage céleste. Mais est-ce que ce paysage, donc ce paysage céleste d'en bas, puisque la mer prend la couleur, ça reflète. Mais puisque la mer prend la couleur du ciel, donc ce paysage céleste d'en bas, est-ce que ça n'est pas également, enfin l'importance du port chez Baudelaire, est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que le port est le lieu d'où l'on ne part pas, en un sens? Il ne part jamais du port, hein. Il reste toujours sur le port, il reste sur le belvédère et il regarde. Il regarde parce qu'il désire partir par ses pensées. Donc c'est un non-départ réel, mais c'est un départ dans l'imagination. Et comment son âme peut-elle boire? Alors, son âme... Comment boit-on avec l'âme? On boit avec l'âme, c'est dans un autre... on boit avec l'âme pour associer, si vous voulez, cette sensation gustative avec les sensations tactiles et la sensation odorante. Et en fait là, je prends l'occasion pour citer aussi un autre exemple, parce que Baudelaire, il boit le vin de souvenir et il hume aussi ce vin de souvenir. Et humer, c'est respirer en fait et goûter en même temps. Donc c'est pour donner plus d'ampleur à ces souvenirs. Dans un hémisphère, dans une chevelure, qui est l'équivalent en prose de la chevelure, il dit « je mange des souvenirs ». Quelle différence faut-il faire? Alors pourquoi est-ce que quand il écrit en prose, il mange, et pourquoi quand il écrit en vers, il hume? Manger des souvenirs, c'est plutôt en fait, oui, c'est cité dans le poème en prose. Et ça a été déclenché d'abord par le fait de manger la chevelure de la bien-aimée. Donc là, on a vraiment un rapport qui est plus tactile, qui est plus charnel et qui est plus sollicité pour avoir accès à cette réminiscence olfactive qui peut après engendrer le paysage ou le souvenir. Vous avez employé le mot de réminiscence, Maya Hadé, c'est peut-être un mot-clé chez Baudelaire, non seulement parce qu'il décrit des vies antérieures, hein, la vie antérieure, la nature et ce temple ou de vastes piliers, mais l'idée de réminiscence chez Baudelaire en dit long sur le souvenir qu'il hume. Le souvenir auquel il fait référence, c'est pas tellement un souvenir objectif que ce qu'il porte en lui ou ce qu'il réussit à métaboliser en lui et ce qu'il réussit à produire à partir de ce dont il se souvient. C'est pas un souvenir objectif. Oui, on part d'un stade subjectif pour atteindre un peu après à ce stade objectif. Ce que vous appelez objectif ici, c'est le monde auquel il parvient. Mais le souvenir objectif, je veux dire, ça n'est pas un souvenir comme nous pouvons en avoir, vous et moi. L'idée de réminiscence chez Baudelaire désigne quoi? L'idée de réminiscence, c'est l'idée que par l'absence de cette sensation, on est capable d'évoquer un souvenir, on est capable d'évoquer un paysage, on est capable aussi d'évoquer une idée ou quelque chose à laquelle on n'a pas accès dans le stade de début. Ce qui fait déjà l'importance accordée au sens de l'odorat, parce que pour les autres sensations, par exemple pour la vision, on a besoin de la présence de l'objet vu pour la mise en scène et la représentation.
de cet objet. Tandis que pour l'odorat, l'absence de l'objet senti peut quand même exalter cette odeur et par la suite peut donner la réminiscence, peut accéder à la réminiscence et peut structurer un paysage ou un souvenir vécu. De sorte que l'odorat, c'est ce qui lui permet de se détacher finalement le plus de la sensibilité, paradoxalement, non ? Oui, tout à fait, c'est ça ce qui Donc fait il passe par le sens le plus incarné, le plus animal, le plus méprisé par les philosophes, les penseurs sachant penser, les idéalistes en l'occurrence. Par la pensée rationnelle. Ou par la pensée rationnelle, mais surtout par Platon. Et pour en venir à quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel. Oui, ce qui fait la magie et, de la poésie baudelairienne, c'est de passer de ce stade de l'animalité et de la sensation qui est dévalorisée pour accéder à quelque chose de pur, d'idéal et d'universel. On a évoqué tout à l'heure, Maya Hadé, un vert implicite chez Baudelaire, entre les rivages bleus, une espèce d'harmonie chromatique entre les rivages bleus et le soleil monotone, et donc ce soleil vert, finalement le rayon vert de Baudelaire. Restons un instant dans les couleurs. Parlons du bleu, si vous voulez. Pourquoi Baudelaire parle-t-il des cheveux bleus, pavillons de ténèbres tendues? Pourquoi Baudelaire parle-t-il des immensités bleues? Que signifie le bleu? Quelle est la valeur ajoutée ou la valeur ôtée du bleu par rapport au vert chez Baudelaire? Le bleu, parce qu'il reflète le paysage maritime et le paysage céleste, et que contrairement à ce que Goethe dit dans sa théorie de couleur, c'est pas la couleur de la froideur, c'est pas la couleur de l'ombre, c'est pas la couleur qui traduit la distance ou l'isolation, c'est la couleur qui nous mène vers le rapprochement avec les divinités, parce que le ciel c'est le réceptacle de toutes les divinités. La mer, elle incarne aussi la bonté divine et la colère divine. Donc c'est dans un désir de se rapprocher de ce qui est sacré, ce qui n'est pas accessible. Le bleu, c'est la couleur de l'idéal. Oui. On pourrait dire ça, on pourrait résumer ça en disant que c'est la couleur de l'idéal, c'est la couleur qui donne accès à ce qui n'était pas déjà accessible dans le monde des sensations. Quel est dans ce travail de Baudelaire de conversion d'une sensation en univers idéal, structuré, j'allais dire presque symétrique, ou en tout cas ce lieu où donc Baudelaire, comme ancêtre du surréalisme, parvient à penser les contraires comme non contradictoires? Quel est le rôle dans cette démarche des paradis artificiels? Baudelaire est-il, parce qu'il y a dans les paradis artificiels une ambivalence, on a tantôt le sentiment que Baudelaire est absolument émerveillé par les possibilités infinies que lui offrent le vin et le hashish, qui sont véritablement les deux modalités fondamentales du paradis artificiel, et de temps en temps que Baudelaire dit mais il n'est nul besoin du vin et du hashish, une volonté bien éduquée y suffit. Alors quel est le rôle selon vous, Maya Hadé, des paradis artificiels dans cette façon qu'il a de convertir une sensation en idéal? Bon, là, on va rentrer un peu dans un contexte toujours littéraire, mais bon, qui a un peu une portée plus ou moins médicale, parce que Baudelaire, il était émerveillé par ces paradis artificiels, par l'opium, en entendant Gautier, lorsqu'il disait que le fait de consommer l'opium, ça donne plus de profondeur à ses sensations, ça donne plus de profondeur au sens de lui, chez lui, et là, il perçoit des sonorités qu'il n'arrivait pas à percevoir auparavant. Et donc, la consommation de l'opium, d'abord, elle donne libre cours à l'imagination, et aussi... Mais elle pose aussi le problème de sa restitution. Oui. Je veux dire, si on prend trop d'opium, on n'est plus capable de décrire ce qu'on voit. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'équilibre à trouver, une sorte de... en somme, l'abus de drogue serait mauvais pour la santé du poète, au fond. Hein. Oui. Droguez-vous modérément. Soyez capable encore de restituer ce que les drogues vous permettent de voir. C'est ce que Baudelaire prêche dans les poèmes en prose, en disant « enivrez-vous ». Enivrez-vous, c'est pas uniquement de la substance médicale ou la substance chimique des drogues, on peut s'enivrer de la poésie, de toute chose. Donc le principe, c'est vraiment de se détacher de ce monde pour arriver à un autre stade où on peut
percevoir des sensations différentes, on peut être capable de modifier ou de modeler ces sensations pour structurer ou pour évoquer quelque chose de nouveau. Les hallucinations commencent. Les objets extérieurs prennent des apparences monstrueuses. Ils se révèlent à vous sous des formes inconnues jusque-là. Puis ils se déforment, se transforment et enfin, ils entrent dans votre être ou bien vous entrez en eux. Les équivoques les plus singulières, les transpositions d'idées les plus inexplicables ont lieu. Les sons ont une couleur, les couleurs ont une musique. Les notes musicales sont des nombres et vous résolvez avec une rapidité effrayante de prodigieux calculs d'arithmétique à mesure que la musique se déroule dans votre oreille. Vous êtes assis et vous fumez. Vous croyez être assis dans votre pipe et c'est vous que votre pipe fume. C'est vous qui vous exhalez sous la forme de nuages bleuâtres. Vous vous y trouvez bien. Une seule chose vous préoccupe et vous inquiète. Comment ferez-vous pour sortir de votre pipe? Maya Hadé, comment fait-on pour sortir de sa pipe? Ça, c'est une question piège. Oui. Comment fait-on pour sortir de cette pipe? C'est-à-dire... Vous n'êtes pas obligé de me répondre sérieusement quand je vous pose une question pareille, mais allez-y, allez-y. Oui, moi je pense, en fait, si j'ose dire, c'est de rester dans le champ de l'imagination, c'est de prendre distance avec le monde des objets pour rester dans le monde des souvenirs et dans le monde de l'évocation de ces souvenirs. Dans le monde de l'évocation de ses souvenirs, mais également dans un univers de l'inversion, c'est-à-dire où le consommateur est lui-même consommé. Il se consume en consommant, c'est-à-dire qu'il découvre qu'il est lui-même la propre volute de sa pipe. Que signifie cette espèce de métamorphose, ce passage finalement du sujet à l'objet de sa propre consommation? Ça signifie une fusion entre l'objet qui est consommé et entre la personne qui consomme l'objet et qui donne une dilution entre ces deux notions. Et cette dilution des deux notions, cette façon qu'ont les êtres et les impressions de se mélanger, culmine là encore sous la forme de nuages bleuâtres. Est-ce innocent? Est-ce anodin? Après tout, il est vrai que les nuages de la fumée compacte d'une pipe sont des nuages bleuâtres, mais la référence au bleu, là encore, dont on a vu tout à l'heure qu'il était la couleur de l'idéal, est-elle innocente chez Baudelaire? Innocente dans le sens qu'elle incarne quelque chose de pur, mais volontaire, parce qu'elle est quand même provoquée. Alors provoquée par la dilution et la fusion des différentes sensations, parce que dans le même passage, il montre que les sons ont une musique, et les sons ont une couleur, et les couleurs ont une musique. Et là, on est vraiment dans le sens même, dans le sens profond de cette théorie de synesthésie. C'est l'audition colorée, c'est la fusion des sens, c'est l'association des sens et où ces sens se répondent, où il y a un jeu d'écho de l'un à l'autre pour donner une union qui se rejette dans ce forme des nuages bleuâtres. Allons à l'origine, disons au poème qui les gouverne tous en un sens et qui livre le secret de ces synesthésies avec vous, Maya Hadé. C'est le poème justement Correspondance, justement intitulé Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
Ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes dans la foule d'une fête qui déroule ses ailes, ses dentelles. Et je suis riche de rêves comme le sont les gens pauvres de là-bas. Oh, 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 quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Et l'on se jette dans l'eau bleue de l'océan que peuvent s'offrir sans argent ceux qui n'ont que... Charme profond, magique, dont nous grise dans le présent le passé restauré, ainsi l'amant sur un corps adoré du souvenir cueille la fleur exquise. Oh, 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 quand tu souris, j'oublie le cri de Paris, je vais à Rio de Janeiro, je prends ta main. Et nos cœurs font plus de bruit que... Une libre interprétation de Baudelaire selon Claude François, hein, quand tu souris, je m'envole au paradis. Vous souscrivez à cette comparaison, Maya Hadé ? Oui et non, parce que en fait ça dépend après... Quelle différence y a-t-il entre un homme qui regarde la femme qu'il aime, qui la voit lui sourire et qui s'envole au paradis, et un homme qui respire les cheveux de la femme qu'il aime et qui imagine une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux ? Elle est piège, celle-là. En fait, d'abord, ça dépend de la définition du paradis. Et ça dépend parce que chacun a son propre paradis auquel il rêve. Et chacun a son propre moyen pour accéder à ce paradis. Donc, celui qui mange la chevelure et qui boit le vin de souvenir pour imaginer le paradis a sa propre vision, sa propre conception de ce paradis. Et c'est aussi une façon ou une méthode. Ce qui est aussi intéressant, c'est comment on peut garder le plus longtemps possible ce paradis, cet accès à ce paradis. Comment ne pas perdre finalement cette intuition? Ouais. Comment la conserver? Et c'est là que la rigueur du style intervient et qu'il faut quand même évoquer le fait que Baudelaire, même dans ses poèmes en prose d'ailleurs, est un poète archi-classique dont les formes sont extraordinairement rigoureuses et c'est plus qu'une prouesse ou qu'un exploit stylistique. C'est véritablement l'écrin qui conserve, qui préserve quelque chose qui relève de l'illumination, qui préserve finalement l'illumination ou l'imagination plutôt, puisqu'on est chez Baudelaire et pas chez Rimbaud. Il préserve, le style préserve l'imagination, la conserve au lieu de la laisser se diluer dans un souvenir volatile. Maya Hadé. Il préserve, mais oui, on peut dire ça, mais il préserve dans la dilution. Pourquoi dans la dilution? Comment on préserve dans la dilution? Préserver dans la dilution, c'est préserver plutôt dans la fusion. C'est parce qu'en fait, Baudelaire, il réclame la fusion, il réclame plutôt l'universalité des choses. C'est pas un élément particulier qui construit cette vision, cette intuition. C'est la composition de plusieurs éléments. Donc le style. Sa manière de construire, c'est une manière de composer. C'est une manière de composer, mais cette façon qu'il a de composer est également une façon, j'allais dire, encore une fois, de préserver un monde dont on se demande s'il est en amont de lui, en arrière de lui, comme une vie antérieure, ou bien
pour reprendre le mot de Baudelaire, hein, ou bien au-delà comme un idéal toujours ajourné, dont l'obtention toujours ajournée stimule le poète. Baudelaire est-il un poète nostalgique ou bien un poète métaphysique qui aspire à un savoir qui serait au-delà de lui? A-t-il la nostalgie d'un état, j'allais dire, anténatal, antédiluvien, où les choses étaient harmonieusement réunies, ou bien est-il au contraire dans l'aspiration à un monde qui échapperait toujours, qui échappe aux scientifiques, qui échappe aux savants, et qui peut-être se laisserait prendre par le poète et l'art de la métaphore? Maya Adé. Je dirais plutôt que Baudelaire est le poète de l'entre-deux. Il y a de la nostalgie chez Baudelaire, bien sûr. Il y a la nostalgie des paradis perdus. Il y a la nostalgie qui est basée aussi sur des souvenirs ou des données biographiques lorsqu'il parle de la Maison Blanche, lorsqu'il parle de sa servante. Donc là, il y a cette nostalgie-là. Il y a cette soif qu'il désire étancher par la restitution de ses souvenirs, mais il y a aussi l'aspiration vers un au-delà, vers des notions accessibles. Et ce que Baudelaire aussi désire, c'est par rapport à cette temporalité qui est antérieure, et cette temporalité qui est placée dans un futur, c'est de trouver une temporalité qui est atemporelle, une temporalité qui peut, dans un même temps, rappeler ses souvenirs et dans un autre temps, donner accès à cette chose qui se trouve dans un futur inaccessible ou un futur lointain. C'est plutôt dépasser ce champ de temporalité qui peut être entravante ou non stimulante pour rester dans une atemporalité qui ressemble un peu à une temporalité mythique, à une éternité qui peut donner plus d'ampleur et qui peut faire vivre le plus longtemps possible ces choses auxquelles il essaye d'accéder. Blanche